c'est la guerre. Dana White, Eddie Hearn, autrefois, j'allais dire grands amis, pas forcément, mais en tout cas ils se respectaient, ça s'invitait mutuellement aux événements. Eddie Hearn, les gars, si vous l'ignorez, c'est le boss de Matchroom Boxing, l'un des plus grands, sinon le plus grand promoteur de boxe. Bah, l'ambiance a un petit peu changé depuis que Dana White s'est lancé dans le Nobla, puis que Dana White a dit grosso modo nous on est les seuls avec la vision, personne n'a de deal TV dans la boxe et je vais en gros résoudre tous les problèmes qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. Et tu vas devenir le PDG de la boxe. Exactement. Et Eddie Hearn était donc invité chez Ariel Helwani. Vous connaissez tous les antécédents qu'Ariel Helwani avec l'UFC, donc forcément lui aussi il a milqué le truc, mais visiblement, Eddie Hearn, ça l'a un petit peu titillé, comme il le dit, ça a ravivé, enfin allumé en tout cas un feu en lui, tout ce qui s'est passé. Il ne s'interdit pas non plus de prochainement se lancer en MMA. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Et honnêtement, sans faire de spoil, mais un Eddie Hearn qui se lance en MMA, je pense que ça peut être très 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 sérieux. Ah bah ça peut, hein. Parce que là en fait il y a la guerre interposée entre les deux personnalités visionnaires que sont Dana White et en MMA et Eddie Hearn en boxe, mais c'est aussi une guerre interposée entre deux modèles, parce que une partie de la discussion de Eddie Hearn chez Ariel Helwani, c'était la viabilité ou non de la transposition du modèle qu'a l'UFC en boxe anglaise et la possible transposition aussi, peut-être, il s'y est pas opposé comme tu l'as dit, du modèle boxe avec les choses que savent faire et qui sont testées par le temps de Eddie Hearn, peut-être en boxe avec Ariel Helwani qui lui a glissé en Europe, le marché est grand ouvert. On va voir ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Ah non, mais c'est un filou Ariel. Hein. D'ailleurs, même Eddie Hearn lui dit, hey, commence pas Ariel, commence pas. Mais c'est vrai que déjà sur la partie boxe, Eddie Hearn également qui a signé donc Ben Whittaker, hein, qui est un des plus grands espoirs. Enfin, il a 28 piges, mais un des mecs les plus spectaculaires et qui peut vraiment devenir une star. Et c'est vrai que Eddie Hearn, déjà, pour moi, il y a eu un vrai avant-après Matchroom Boxing en termes de production et de tout ce qu'il y a. Et je pense aussi qu'il y a des impondérables, en fait, en boxe qui font que ce sport-là, du fait du Aliac, du fait de tous les antécédents, quand Dana White, tu vois, on lui pose la question, les journalistes posent la question en conférence de presse de alors qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée sur Netflix? Honnêtement, perso, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit honnête et qu'il dise bon, c'est vrai que en termes de durée, les concerts, les machins, ça a été un peu trop long. Lui, il a joué en mode c'était quasiment parfait, superbe soirée qu'on a organisée, parce que je pense vraiment que en boxe par rapport à MMA, t'es obligé de passer par tout un tas de trucs dont tu peux te passer à l'UFC. Et je pense que Eddie Hearn, il a essayé de faire le max qu'il pouvait avec Matchroom, sauf que, aussi bien du côté des salaires que du protocole, bah il y a des trucs dont t'es obligé de faire avec. Et à mon avis, là, l'avantage qu'il y a dans ce discours de la part d'Eddie Hearn, c'est que il va encore plus se sortir les doigts pour faire des gros fights et pour moi ça va être le challenger numéro 1 du FA Boxing, en tout cas financièrement. Oui, mais du coup ça pose la question quand même, ce que tu dis c'est si Eddie Hearn, parce que moi il y a plusieurs trucs qui m'ont fait bizarre, c'est effectivement le moment où on lui parle du show Canelo Crawford et qu'il n'y voit pas forcément d'inconvénient, alors qu'effectivement comme tu l'as dit, nous les fans casual de boxe, enfin pas fans hardcore, ça nous saoule que ce soit trop long, ça nous saoule qu'il y ait 15 milliards de trucs qui ne participent pas au show de boxe et qui ont rien à voir et machin. Si ces trucs-là qui font qu'effectivement, si tu les enlèves, ça épure le truc, que ça rend l'expérience plus agréable pour des gens comme nous qui sont pas des fans hardcore. Si ça, Eddie Hearn n'y voit pas de problème et donc qu'il veut que ça continue, c'est quand même effectivement problématique si Dana White arrive et fait ça, et change ça déjà. En plus, il y a le truc des ceintures avec Eddie Hearn qui a déclaré que alors l'argent c'est bien, mais les combattants en boxe, ils veulent quand même combattre pour les ceintures WBC, ça veut dire quelque chose, ce sont des ceintures de la legacy, important pour ton palmarès et pour... et il le disait d'une manière, Eddie Hearn, en mode... Oui, c'est important, bien évidemment très important l'argent en boxe, mais
il y a quelque chose que tu ne peux pas maîtriser avec la ceinture Zuffa Boxing, etc. C'est qu'ils n'en voudront pas. L'argent que tu pourras leur donner, ça ne suffira pas si jamais ils ont l'occasion de combattre pour les ceintures WBC, WBO, machin. Et ça, c'est deux trucs qui, pour moi, je sais pas s'il en est conscient ou s'il est peut-être obligé de le dire ou j'en sais rien, Eddie Hearn, mais c'est deux trucs qui font que l'expérience est moins bien en boxe anglaise parce que pour le show, on n'en peut plus des trucs qui sont 4 fois trop longs et qui ont rien à foutre là. Et pour les salaires, le nombre de combattants et de boxeurs qui, je pense, n'en ont rien à foutre des ceintures et si tu leur proposes une paye double ou triple et qu'ils n'ont pas la ceinture WBC, en vrai, ils la prennent, hein, je pense. Donc ça, c'est côté Eddie Hearn, c'est le truc qui me fait peur. Mais après, je pense qu'il part du principe, et c'est ce qu'il dit aussi dans tout son argumentaire, c'est que en plus, eux, ils auront les salaires. Alors que du côté de l'UFC, évidemment, t'auras la ceinture du Zuffa Boxing et t'auras pas les salaires. Et avant le podcast avec Rust, on en parlait. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'UFC, ça peut fonctionner ça, où dans un premier temps, t'as pas les salaires, mais t'as ce côté titre UFC, où tu es champion du monde quand tu es champion UFC. Et bon... Je pense que là aujourd'hui, arriver dans un truc où tu es champion Zuffa Boxing, si t'as pas l'oseille non plus, compliqué. Ouais, c'est pas une ceinture en chocolat parce qu'il faut le temps qu'elle s'établisse. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a, c'est comme il y avait une ceinture en jeu, hein, il me semble, Crawford contre Canelo Alvarez. Et tous les titres, ouais, c'était tous les titres de Canelo, ouais. Attends, donc il y avait pas les trucs. Ah donc, il y avait théoriquement les trucs WBC, machin, sauf que c'est Turki Al-Alchik qui a décidé pour les stare-down, on les vire, on n'en veut pas. Exactement, c'est ça. Mais à la fin, il avait quand même toutes ses ceintures et tout, et il mettait en avant la ceinture The Ring Magazine qu'ils ont racheté, que depuis l'Arabie Saoudite a racheté. Ouais. Ok, bon, d'accord. Mais oui, en fait, disons, c'est ça, c'est si ils ont le modèle financier et qu'ils ont les ceintures, bien évidemment. Mais maintenant, en fait, moi, là où... Ok, je vais te poser la question parce que sur ces trucs-là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se gère, comment machin, le côté business. Mais on est d'accord que théoriquement, il y a l'Arabie Saoudite derrière. Enfin, s'il n'est pas trop bête, Turki Al-Alchik, justement, normalement, il fait en sorte qu'il y ait aussi les payes qui vont bien, même pour les petits combattants, les machins. Normalement, pour justement faire la nique à Eddie Hearn et Matchroom dans tous les sens. Mais comme le dit, et puis là, ils l'ont annoncé juste avant, Eddie Hearn, l'Arabie Saoudite travaille aussi avec Eddie Hearn. Donc, non, je pense, à mon avis, le plan là, la situation dans laquelle sont l'Arabie Saoudite, c'est un peu, toute proportion gardée évidemment, les gars, un peu comme ce qu'a fait le PSG, Manchester City et Chelsea quand il y a un milliardaire qui arrive, tu vois. Tu surpayes d'abord les joueurs pour pouvoir les signer. Et puis au bout de 10 piges, comme ton club est devenu un vrai grand d'Europe, un vrai club prestigieux, tu peux avoir les salaires normaux. Et là, je pense qu'ils sont dans cette situation-là de on surpaye tout, plus personne va les suivre de toute façon, t'écrases la concurrence, et puis ensuite tu vas avoir une sorte de normalisation des salaires. Et là, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'ils ont vraiment lié ce gros partenariat avec Zuffa Boxing et Dana White, c'est parce qu'on voit bien aujourd'hui dans le plan de l'UFC, dans ce que Dana White dit de je vais faire mes Contender Series version boxe, on va développer une ceinture. C'est pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat aujourd'hui, les numéros 1, ça va être les matchroom, ça va être les top rank, ça va être ceux qui ont déjà les stars et qui, pas surpayent, mais qui offrent des salaires que l'UFC ne va jamais offrir aux mecs qui ne sont pas des Canelo et des Terence Crawford. Et je pense qu'en fait, ils préparent l'avenir avec, vous le savez, toute la stratégie de, j'ai plus le terme, mais de l'Arabie Saoudite où on part de l'argent aujourd'hui du pétrole vers tout un nouveau truc qui va faire en sorte qu'on arrive à construire quelque chose qui soit qui s'établisse de manière pérenne. Et je pense qu'aujourd'hui on est full investissement, mais dans 15 ans, quand Zuffa Boxing sera vraiment établi, qu'ils auront signé toutes les pépites des 18 piges, où les mecs s'entretuent dans les Contender Series version boxing, que la ligue est fermée, qu'il y a un classement similaire à l'UFC, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour Eddie Hearn de se dire putain, en fait là les mecs que je signais, ou aujourd'hui quand je vais signer un Ben Whittaker qui a 28 ans, à un moment donné ils avaient signé, je crois, où ils avaient travaillé avec Canelo, les Joshua, les mecs comme ça, là en fait faut que je les chope quand ils ont 17 piges. Enfin, c'est plus du tout le même business en fait. Et à mon avis, je pense que l'UFC, ils sont vraiment là-dessus. Enfin, l'UFC et l'Arabie Saoudite. Et sauf que dans ce laps de temps-là, l'Arabie Saoudite, comme ils doivent exister, autant continuer de travailler avec Matchroom parce que t'as pas non plus 15 ans pour avoir cette visibilité-là. Faut l'avoir dès maintenant. Je pense. De toute façon, l'avantage, c'est qu'effectivement, ils ont l'argent pour financer littéralement 2 ligues potentiellement concurrentes et leur filer des millions à chacun. Et disons.
même si là, on le voit beaucoup plus avec TKO, on le voit, enfin, en tout cas avec Dana White, Turki Al-Alchik, mais effectivement, non seulement il travaille avec Eddie Hearn, mais Eddie Hearn, je cite, a dit à El-Wani, Turki Al-Alchik loves the fuckery. Donc en gros, il adore Turki Al-Alchik, donc littéralement le mec qui est tout en haut de la pyramide de l'argent infini, Money Glitch. Il adore ces petites guéguerres entre Eddie Hearn, Dana White, entre les différentes promotions. Il adore ça. Je ne le connais pas du tout parce que je l'ai même pas écouté en interview Turki Al-Alchik, mais ce que ça pourrait être, et si c'est le cas, en vrai, le mec est un mastermind et il avait l'argent pour faire des trucs de fou, il l'a fait, mais c'est un mastermind. Si ça se trouve, Turki Al-Alchik, il est en mode, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est bien sûr faire du bif à terme, mais aussi voir le sport progresser, que ce soit le MMA ou la boxe. Donc, pour ce qui est de la boxe, il n'y a rien de mieux que la concurrence pour faire progresser un milieu de toute façon. Je vais mettre en concurrence en leur filant du blé à chacun après avoir bien regardé leur projet et machin pour que ce soit solide, en tout cas à mon sens. Je vais leur filer du blé aux deux. Parce que c'est Eddie Hearn, c'est Dana White, ils savent ce qu'ils font, ils se tirent dans les pattes, ils font des trucs, ils font des machins, mais parce qu'ils voudront prouver que l'un est le meilleur et l'autre est le meilleur. Et au final, c'est le sport qui gagne. Peut-être que c'est ça, parce que pour que Eddie Hearn cite Turki en disant lui, il adore que ce soit une guéguerre comme ça et que ce soit machin, ça ressemble à ça en tout cas. Et la dernière pierre qui irait un peu vers cet argument-là de l'Arabie Saoudite en la personne de Turki qui veut filer du bif à tout le monde et voir que ça se tire vers le haut, c'est le fait que apparemment Turki Al-Alchik serait potentiellement chaud aussi, c'est Eddie Hearn qui le dit, pour que Eddie Hearn justement investisse et fasse de la promotion en MMA aussi. Ça, si c'est pas vouloir, c'est pas foutre la merde parce qu'en soi il donne de l'argent à tout le monde, mais de la part de Turki, ça ressemble quand même bien à un truc de on veut maximiser la concurrence en faisant se tirer dessus les deux plus gros promoteurs et les deux plus gros visionnaires, quoi. Et ce qui serait, honnêtement, pour moi, ce serait une bonne chose, parce qu'on en a parlé vraiment à de nombreuses reprises. Le PFL avait l'argent sans la vision. Un Eddie Hearn vraiment qui arrive en MMA, pour moi, tu aurais un vrai concurrent à l'UFC. Enfin, à terme, hein, je veux dire, dans l'immédiat, évidemment que l'UFC, ils ont littéralement tout. Mais et au regard de ce qu'il a réussi à faire, en plus là, je pense que, évidemment, lui, il irait avec un système à la boxe où t'as énormément d'argent qui vont aux combattants. Donc c'est vrai que si t'as un truc où tu te dis, on peut avoir cette vision de vraie concurrence, une production qui est clean, en plus on a l'oseille et les mecs vont pas faire des choix de merde ou des trucs où tout le monde s'interroge de putain, pourquoi on fait Azael Adjouj contre Yves Landu aux States et pas en France, enfin vraiment un truc qui est carré de fou, et en plus les mecs ont ce côté gain financier immédiat. Enfin vraiment moi je serais très 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 curieux de voir ça. Et puis en plus, ne serait-ce que ça, putain, je suis un ouf. C'est vrai que, et c'est aussi pour ça, je pense que je l'aime autant Eddie Hearn, c'est vrai que Dana White, dans un style évidemment complètement différent, mais c'est le seul promoteur, tu vois, d'une organisation où quand il dit un truc, Dana White, t'as envie de l'écouter. Tu vois, peu importe ce que c'est, t'as envie de regarder. Eddie Hearn, pour moi, dans un style complètement différent, c'est la même chose. Quand Eddie Hearn fait une interview où il y a une prise de parole, tu fais ok, le mec est en place, le mec va t'annoncer des trucs, là maintenant tu te tais et puis tu vas savourer. Là, pour moi c'est pareil. Et en plus avoir un truc où les deux sont sur les mêmes sports, des styles complètement différents, Hearn qui arrive toujours avec un costume ou Dana White toujours t-shirt, basket. Vraiment, ça n'a rien à voir les deux. Et vraiment, moi, j'adore. En fait, c'est vrai que le style Eddie Hearn, parce que là, on parle, pour ceux peut-être qui n'ont jamais écouté d'interview d'Eddie Hearn, là, on vous le présente un peu comme un mec qui est un génie de la promotion des sports de combat, ce qui est le cas. Mais ce qu'on n'a peut-être pas dit ou qu'on n'a peut-être pas fait transparaître, c'est que lui-même, il n'hésite pas à trash-talker, mais avec politesse. C'est-à-dire que il n'hésite pas à dire, attends, c'est quoi, je l'ai noté pour être sûr, mais c'est poli, mais tu sens qu'il y a tellement d'ego. Et lui-même le dit, moi, je m'en fous, oui, je pense à moi. Oui, moi aussi j'ai de l'ego. Je veux montrer que je suis le meilleur. Et donc là, il dit en parlant de Dana White, quand Dana White dit qu'il va venir en boxe, devenir le PDG de la boxe mondiale, mais qu'est-ce que tu t'attends à ce que je fasse, que je me mette sur mon dos et pour que tu me grattes le ventre? Et en gros, il dit,
moi, et parce que Dana White avait dit, vous n'avez pas une assez grosse vision, vous ne voyez pas assez grand pour la boxe comparé à moi. Et Dion avait répondu, moi je ne pense pas assez grand, ça a allumé un feu à l'intérieur de moi et j'en avais besoin. Et il dit donc en anglais, I live for this shit. Je vis pour cette merde. Donc il y a vraiment ce côté, ok, tu provoques, t'inquiète, on arrive et on va arriver avec le ticket de caisse. Et ça, c'est très stylé. Et pour finir sur ce côté Eddie Hearn, pour vous dire un peu qui c'est quand même un mec, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est vraiment lui qui était à la base de ça, qui a popularisé en Angleterre au point où il y en a des shows télévisés qui ont l'air de bien marcher, les fléchettes. Avec son père. Avec son père. C'est quand même... En fait, Eddie Hearn dit dans l'interview avec Ariel Helwani, une des différences qui peut se faire entre Dana White et moi en boxe anglaise, c'est que la boxe, c'est ma vie et je l'ai dans le cœur. Comparé à Dana White, qui n'est peut-être pas aussi passionné de boxe qu'il ne l'est de MMA, en MMA. À la limite, c'est peut-être le seul truc, effectivement, où ça peut mettre une limite, c'est que même si, de toute façon, ce sera un net bénéfice, hein, si jamais Eddie Hearn vient en MMA, parce que ne serait-ce que par sa connaissance du modèle sport de combat et sa connaissance de la promotion, il va faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du MMA, dans les promotions hors UFC, qui, comme tu l'as dit, qui ont de l'argent, qui viennent d'autres milieux, ça peut être n'importe quoi, hein, mais ça peut être la musique, les affaires, les machins, mais qui ne sont pas passionnés vraiment de sport de combat, qui n'y connaissent rien, et donc c'est très très compliqué en fait. Ils ne savent pas vraiment ce que les fans de MMA veulent et ce que les fans de sport de combat veulent, tout simplement. C'est le seul truc qui pourrait, si jamais Eddie Hearn voulait aller en MMA, c'est poser problème, c'est effectivement que Eddie Hearn ne saurait pas, tu vois, vendre un combat où c'est un mec qui est super fort au sol versus un mec qui est super fort debout. Il n'aurait pas les mots, il ne saurait pas forcément bien vendre le combat lui-même parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Par contre, il serait capable de faire des shows qu'on n'oublierait pas. Mais oui. même tout ce qu'ils ont fait en Angleterre. Je veux dire, ils ont Joshua et tout ça dans les stades, exactement, tu vois, ils ont réussi à ne pas avoir besoin des États-Unis pour faire des trucs de fou. Et typiquement, la version qu'a Dana White pour les shows dans les stades, que personne ne comprend à part lui. Bah en vrai, les gars, vous mettez à faire des gros chocs de MMA, Stade de France, littéralement dans tous les stades de fou. Connor, il lui reste plus que deux combats sur son contrat. Et Diane qui fait... tu sais, Croc Park, là, l'UFC, ils ont jamais voulu le faire, ça... Il y aurait pas moyen. Non mais tu vois, un truc comme ça, où là on sent, parce que ça c'est ce qu'on ne peut pas enlever non plus à Eddie Hearn, c'est que lui, quand il y a des vrais gros chocs, il n'y a qu'à voir les entrées d'Anthony Joshua, en fait tu sens le poids des événements et de l'histoire qu'ils essayent de mettre à chaque sortie. Alors que l'UFC c'est plutôt l'inverse, mais c'est aussi le modèle UFC, qui tend à minimiser le poids des combattants. Et bah là franchement, je signerais aussi tout de suite. Bah, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que, perso, en tant que fan hardcore de MMA, même moi, je vois passer les entrées, effectivement, d'Anthony Joshua, les trucs comme ça. C'est vrai que c'est un truc de fou. On est plus proche effectivement, presque du Pride à l'époque au Japon, en termes de grandiloquence des entrées, que de ce qui se fait à l'UFC, effectivement. Et puis il y a un autre truc, c'est aussi sur le plan tout à fait monétaire. Et ça, j'adore j'adore Eddie Hearn aussi. Je le kiffe trop. En fait, il est satisfaisant à regarder parce que tu sens qu'il fait les choses bien et qu'il sait quoi faire. Et pareil sur ce qui était du Ali Act, tout ce qui était la répartition des finances, des salaires des combattants par rapport aux gains et aux bénéfices sur les événements, les machins. Et tu sentais qu'ils se délectaient quand ils en parlaient avec Ariel Helwani parce que Eddie Hearn était en mode, mais moi je comprends pourquoi il en veut pas du Ali Act Dana White, bien évidemment, parce que ça l'obligerait à révéler aux combattants, noir sur blanc, combien de bénéfices ont généré les événements, combien est-ce qu'il y a eu... Et là, les combattants se rendraient compte, parce que ce serait noir sur blanc de... Ah oui, attends, on touche que ça comme pourcentage et machin. Et Eddie Hearn d'enchaîner, tandis que moi, j'ai aucun problème avec les chiffres. Moi, je peux tout révéler, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, puisque nous, on est soumis au Ali Act. Donc moi, pas de problème, hein. Si je viens en MMA, vous aurez tous les chiffres, vous saurez, et vous verrez que nous, on fait les bonnes répartitions et les bons machins. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir surtout qu'avec lui, ce serait maîtrisé, parce qu'on rappelle, avec le Bellator, il y avait, je crois que c'était 40 ou 50% des gains qui étaient voilà. donnés aux combattants. Très bien. Mais bon, c'était le Bellator, donc déjà, il générait moins d'argent de toute façon, et puis, c'était...
il n'arrivait pas de toute façon à créer suffisamment d'événements qui cartonnent pour que ça ait un réel impact de toute manière. Exactement. Oui, mais c'est ça. C'était justement cette douille des pourcentages où oui, 40% de 1 euro, enfin je préfère avoir 1% d'un milliard, hein, voilà. Donc Ouais. c'était toute la douille qu'il y avait avec le Bellator. Et en parlant de vision justement, on se souvient d'Oscar De La Hoya qui avait tenté, parce que lui aussi ennemi de Dana White, qui s'était attaqué au MMA, mais pareil là, absence de vision et événement exécrable au possible. On avait eu droit, c'était Ortiz contre Chuck Liddell 4. Ortiz, Chuck Liddell 4, où les deux n'avaient absolument rien à faire dans une cage. Il a essayé, ça a été un échec absolument monstrueux, financièrement, sportif, visuel, littéralement tout ce que vous voulez. Et là, au moins, on peut être sûr qu'avec avec Eddie Hearn, ça n'arrivera pas. Et là aussi, hein, c'est... Bon, on verra à la fin. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans 10 piges, tu vois, on pourra faire le bilan de... Et en fait, est-ce que Dana White, en voulant à tout près aller en boxe, il a pas causé un espèce de truc qu'il n'aurait jamais souhaité avoir, parce que là, quand il parle avec Ariel Helwani, visiblement 2026, ça a l'air d'être possible hein, qu'il entre en MMA en 2000. Enfin, je veux dire, c'est demain. Hein. Ah bah oui. Bah en fait oui, et puis il est taquin, donc déjà il dit qu'il n'y pense pas pour l'instant parce qu'il n'a pas le temps, et on veut bien le croire. Hein. Enfin, c'est vrai que on ne sait pas comment Dana White fait. Enfin, disons, c'est à peu près, c'est-à-dire que maintenant, en fait, il doit être réduit entre guillemets, mais à un rôle où il a des données, il est capable de synthétiser des données parce qu'il a tellement d'années de métier pour prendre les bonnes décisions au bon moment, et que ce sont ces décisions prises au bon moment qui font qu'il vaut très cher, qui sait ce qu'il fait, qu'il peut passer son temps à faire des choses différentes, même si c'est des projets de grande ampleur. Après, effectivement, Eddie Hearn, ça peut être un peu pareil, dans le sens où lui-même, je pense qu'il sera conscient de ses limites, donc il ira pas faire du matchmaking en MMA, il se concentrera sur la promotion, il s'entourera, enfin, tu vois, c'est con, hein, mais je pense. Tu fais une espèce d'alliance où tu as pour la promotion Eddie Hearn, et tu as pour tout ce qui est, j'en sais rien, matchmaking, trucs comme ça, des mecs comme Dan Hardy, des mecs qui s'y connaissent, que tu vas chercher dans des orgas européennes où tu sais qu'ils savent ce qu'ils font. Ça peut aller vite en vrai. Hein. Enfin, un gars qui est capable de dire, un gars en quel Eddie Hearn a confiance, qui est capable de dire à Eddie Hearn, alors le combat que tous les gens veulent voir, qui peut vraiment faire du bruit, c'est celui-là. Celui-là, non, les gens s'en battent les couilles. Ça, c'est du vrai MMA. Et derrière, Eddie Hearn qui peut, avec full confiance, créer des événements de masse. Juste un truc de Eddie Hearn, Dan Hardy, tu peux exploser un truc en Europe, tu vois. Mais il n'y a qu'à voir le... En gros, quand il a dit ça, je pensais même, tu vois, au Cage Warriors, qui a jamais, qui a toujours été un peu la vache à lait de l'UFC sur le circuit anglais, alors que, le Cage Warriors, s'ils gardaient leurs mecs, s'ils avaient un tout petit peu plus d'ambition, mais je sais que c'est compliqué parce que je pense qu'ils sont... Là, aujourd'hui, il y a un système économique qui est bien rodé, tout le monde gagne bien sa vie, y a pas de souci, mais on voit bien qu'à chaque fois, c'est des toutes petites salles et tout. Je veux dire, le Cage Warriors qui garde pas Deep Pimblet, tu fais O2 Arena, ensuite tu montes dans un truc... Morgan Charrière, tu le fais combattre en France quand il était champion. Bah pour moi, c'est tout ce qu'Eddie Hearn pourrait apporter, parce qu'ils ont déjà les fans, il manque juste... Mais je veux dire, rien qu'au UK, le Cage Warriors aujourd'hui, ils sont numéro 1, mais... Enfin... J'ai envie de dire presque par défaut, tu vois, parce que il y a des... en 4 ans de légalisation maintenant, en France, on a eu des combats beaucoup plus gros que le plus gros all-time du Cage Warriors. Donc, dans un pays comme ça, où en plus financièrement, les Anglais, ils ont pas peur de dépenser leur oseille pour le sport de combat, rien que tu te concentres dans un premier temps là-dessus, oh là là. Ouais. Ah non, clair. Non, vraiment, pour moi, ils peuvent faire une dinguerie sans que ça leur coûte des sommes folles, parce qu'on sait très bien que le Cage Warriors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit ralentissement, n'a jamais payé énormément ses athlètes. On est dans un truc comme ça où tu te dis, on devient déjà le premier en Angleterre, ça va être une dinguerie, parce qu'on se souvient même, c'était quoi? Tu sais, là, quand il y a eu, il y a pas très longtemps, c'était Conor Ben contre... Chris Eubank. Ouais, exactement. Ça a été une dinguerie. Pourtant, c'est un combat. C'est que le Royaume-Uni qui est censé regarder ça. Sauf que les mecs arrivent à passionner les foules comme ça. Vous avez la même version MMA. Ah non, mais vraiment, je te dis, j'ai vu l'interview, j'étais tellement hypé. Ben oui, mais parce que, en fait,
en fait, c'est fou que ce soit rare, mais ça l'est. C'est des gens qui captent ce qu'on veut, en fait. Et je sais que c'est con, hein, ce que je dis, mais c'est tellement rare des gens qui, enfin, il y a un objectif tout droit, bah ils vont pas prendre des chemins dont on sait pas pourquoi ils les prennent, ils vont tout droit. Enfin, je sais que ça c'est un truc que on en parle souvent, tu vois, mais c'est des bails comme ça en fait, il y a juste qu'est-ce que veulent les combattants, bah je sais pas, tu vois. Enfin, quand on parle de j'en sais rien il y avait Baki Doumbé à l'époque, mais qui était le combat le plus évident, c'est sûr, mais je sais pas, là quand tu vas à l'UFC. En fait, j'essaie de trouver une autre organisation où il y aurait un combat, tu vois, Saladin Parnasse contre eux, donc ce serait un featherweight ou un lightweight français, enfin un truc où on se dit putain, si jamais ils arrivaient à faire ça, ce serait incroyable, ce serait évident et machin. À l'époque où il y avait, où il y aurait dû avoir, et je regrette qu'on ne l'ait pas eu, le Gamrot contre Saladin, par exemple, Ouais, au voilà. KSW. Ouais, en gros, en fait, en réalité, enfin, c'est pas mon exemple tombe à l'eau, mais j'ai pas réussi à trouver l'exemple qui fait que ça transmet ce que je veux dire. Mais on le voit tellement souvent dans différentes organisations européennes, notamment, parce que l'UFC, ils essayent quand même de faire les combats que les fans veulent voir, mais des trucs où tu dis, attends, il y a ce gars-là de ce côté-là, ce gars-là de ce côté-là, pourquoi vous faites pas juste s'affronter ces deux mecs-là, en fait? Des trucs qui te paraissent effectivement évidents. Et pourtant, tu as toujours des trucs qui font que ça ne se fait pas, on ne sait pas pourquoi, ils veulent d'abord faire un combat contre lui. Enfin, un peu comme lorsque Romero était arrivé au Bellator, tu avais des combats de fous à faire direct, il ne les avait pas fait, tu vois. Parfait. Oui, contre feu Anthony Johnson, paix à son âme, où c'était exactement ça. Oh, mais oui, c'était heureusement qu'on le trouve à la fin, parce que si on n'avait pas trouvé d'exemple, mais c'est ça. Il y avait Anthony Johnson, il y avait Yoel Romero, et au lieu de faire direct le combat que tout le monde veut voir, ils ont d'abord fait Romero contre un mec, Johnson, ils ont envie de le faire contre un mec, et finalement, ça ne s'est jamais fait. Et tu ne peux que te demander, mais pourquoi, en fait? Un mec comme Eddie Hearn, il n'y aura pas ça, ça va être direct. Qu'est-ce que les gens veulent voir constamment? On le fait, tout le monde est content, on avance. Et donc voilà les gars, affaire à suivre de très très près, mais peut-être qu'il y a un nouveau player en MMA. En tout cas c'est sûr, Matchroom Boxing va repartir avec des grosses ambitions pour 2026, et là pour le coup c'est bon pour les combattants. J'espère juste, en fait c'est ça, j'espère aussi mine de rien qu'en boxe, tu vois, l'arrivée du Fab Boxing ça fera un peu le ménage, et si on peut avoir uniquement 2 compétiteurs en termes de promotion mondiale, là aussi ce sera bien, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y en a tellement, c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas les gros chocs qu'on veut voir, mais t'as 2 gros players en MMA, 2 gros players en boxe, à chaque fois c'est les mêmes, les conférences de presse, Ce serait beau, ça. On va se régaler, on va se régaler. Comme quand on est sous NutriPure, Rusty. On est sous NutriPure. Donc là, moi, j'ai toujours mon petit magnésium. Là, oui, qui est là-bas. Rusty va vous montrer les barres. Code la sueur. Code la sueur. Moins 10% à l'achat. Moins 10% cagnoté pour votre prochaine commande. C'est naturel, c'est bio, c'est made in France. Cocorico. What else? What else, les gars? Wicked One. On est tous les deux en mode lifestyle là. Moi j'ai un petit peu plus froid, Rusty toujours très chaud. Toujours en mode oversize. Code la sueur, vous avez moins 20%. On est good. Et puis et je voulais finir sur, j'ai beaucoup aimé Khalil Rountree juste avant son combat contre Jiri Prochazka. Il y avait le journaliste de Full Send qui lui posait des questions par rapport aux guerres qu'il a pu vivre et tout ça, parce qu'il commence à être connu là-dessus. Et j'ai trouvé ça stylé parce qu'il a dit, Khalil, quand tout sera terminé et que les caméras seront éteintes, c'est moi qui resterai à la maison à souffrir. Alors je ne glorifie pas les guerres. Et j'ai été vraiment c'est très stylé, et en fait c'est très stylé, et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir qu'on continue d'avoir un contact un peu au réel, parce qu'en fait c'est vrai que finalement en tant que fan on se dit il y a eu une guerre, il a été coupé dans tous les sens, il a pris des coups, putain incroyable, vivement le prochain. Et en fait c'est vrai que et c'est ce qu'on oublie, parce que nous on passe à autre chose dans notre vie, mais en fait eux non. Et après un combat comme celui contre Jiri Prochazka pour un gars comme Khalil Rountree, probablement que son pied est enflé à force de kicker, que il va pas pouvoir marcher correctement pendant 1 ou 2 semaines. Il a des coupures, il a des commotions, et quand il rentre chez lui, il y a effectivement probablement 1 ou 2 semaines où il va vraiment, vraiment souffrir
son visage, son corps, tout va être ankylosé, va être machin, et ça c'est la partie qu'on ne voit pas parce que c'est pas glamour en fait, c'est pas stylé, il y a pas ce serait intéressant de faire un documentaire dessus, mais une fois que tu en aurais fait un, bah en fait c'est vrai que voilà, c'est compliqué de revenir à chaque fois parce que c'est un peu les mêmes histoires de il souffre parce que le combat est passé, mais c'est aussi ça le lot d'un combattant, mais qu'on ne voit pas en fait. Et c'est vrai que c'est cool qu'il en parle. Ouais, et encore en plus, et c'est ça le pire, c'est que lui c'est dur, mais il est quand même à un niveau où 99,9% des combattants aimeraient être, à savoir, tu perds dans des combats pour le titre ou des demi-finales mondiales et t'es payé plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais tu vois, j'ai vraiment une vibe, je me sentais pas si bien que ça lors du combat là qui est disponible maintenant sur la chaîne officielle de l'UFC, lors des Contender Series. Là avant-hier il y a eu une guerre de fou entre deux mecs, et le fait que tu vois, j'étais en mode putain, à ce stade là les gars sont payés 5000 balles chacun, oui ils sont entrés à l'UFC, oui ils ont tous les deux pris un bonus je crois de 25 000, mais tu sais, j'étais en mode tout ça pour ça à ce moment là, wow. Quand même un peu dur, tu vois. Bah, c'est ça. Après, voilà, ils sont rentrés dans l'histoire. Les mecs, l'UFC a posté le combat sur YouTube, les bonus, les machins. Donc, ils ont écrit quelque chose qui ne s'efface pas comme ça aussi facilement en 2 semaines. Mais, bah oui, ils y ont laissé des années de vie en bonne santé. Effectivement, ça c'est sûr. Et si, en plus, le pire, j'y pensais, tu vois, j'espère que ce sera pas le cas, mais le pire, ce serait presque qu'ils ressentent une pression désormais, après avoir été autant mis sous le feu des projecteurs pour avoir fait des guerres, pour pas décevoir les gens, de faire des guerres tout le temps ou d'y aller tout le temps comme ça, comme des bourrins, et ce serait terrible en fait. Ouais. Mais peut-être que c'est la pression qu'ils ressentiront. À 1000%, monsieur, je plus sois. Bon allez, on se retrouve très vite. See ya.